Cette vidéo a uniquement pour but de vous expliquer la théorie derrière le projet Bluebeam, qui je trouve manque cruellement d'informations sur le YouTube français. Elle est donc à titre informatif et n'engage pas mon avis personnel. Ces derniers temps, vous avez peut-être remarqué quelque chose d'étrange dans les commentaires des vidéos sur les réseaux sociaux. Un terme revient de plus en plus souvent, le projet Bluebeam. Bon alors là les amis, croyez-moi, on attaque un gros sujet. Le Bluebeam Project aborde la manipulation massive de la population. On parle là des gouvernements qui auraient carrément développé la capacité de manipuler les foules avec des trucs comme des simulations de catastrophes naturelles, voire même des apparitions divines, tout ça dans le but de nous imposer un nouvel ordre mondial. C'est comme si on était dans un de ces films où tout semblait truqué, et le truc c'est que même si ça a l'air tout droit sorti d'un film de science-fiction, il y a quand même pas mal de monde qui y croit sérieusement. Ce qui est vraiment fou, c'est de voir à quel point cette théorie gagne en popularité. Alors du coup, je me suis dit qu'il serait temps de plonger dans ce mystère une bonne fois pour toutes. On va essayer de remonter à la source, voir si cette théorie tient vraiment la route, ou si c'est purement de la spéculation. Et surtout, pourquoi est-ce que cette théorie prend autant d'ampleur ces derniers temps? Ça promet d'être une sacrée exploration parce qu'on est sur le point de plonger dans l'une des théories les plus folles de notre époque, le Bluebeam Project. Replongeons dans les années 90, une période où les esprits étaient en ébullition et où de nouvelles idées semblaient naître à chaque coin de rue. C'était une ère de changement avec l'avènement d'Internet qui ouvrait de nouvelles portes à l'information et à la communication, mais c'était aussi une époque de questionnement où de nombreuses personnes commençaient à remettre en cause l'autorité et les récits officiels. C'est dans ce contexte instable que les premières théories du Bluebeam Project ont fait leur apparition. Imaginez un instant, vous vous asseyez devant votre tout nouvel ordinateur, vous allez de site en site et vous finissez par tomber sur des récits fascinants et parfois effrayants sur les intentions cachées des gouvernements et des grandes puissances mondiales. À cette époque, la méfiance envers les autorités était à son comble. Les gens commençaient à remettre en question les versions officielles des événements mondiaux, se demandant s'il n'y avait pas quelque chose de plus sinistre qui se cachait derrière les apparences. Et parmi toutes les théories du complot qui fleurissaient, celle du Bluebeam Project a rapidement capturé l'imagination de nombreux chercheurs de vérité. Laissez-moi vous présenter la personne au cœur de cette théorie, Serge Monast. Au fil des années 90, Monast s'est consacré à écrire des livres sur ces thèmes et il a fondé l'Agence internationale de la presse libre pour publier la plupart de ses enquêtes. Il a vraiment marqué les esprits au Québec lorsqu'il a été interviewé par l'ufologue Richard Glenn dans une émission sur l'ésotérisme expérimental. Mais ce qui rend vraiment Monast encore plus remarquable, c'est son courage pour dévoiler ce qu'il considérait comme des secrets bien gardés. Il a publié un document intitulé Les Protocoles de Toronto, où il révélait les activités occultes d'un groupe maçonnique appelé les 666. Il affirmait que ce groupe réunissait tous les 20 ans les puissants de ce monde pour mettre en place un nouvel ordre mondial et contrôler mentalement les individus. Monast avait des sources vraiment étonnantes. Il obtenait des informations de politiciens repentis et même des confrères journalistes situés aux quatre coins du monde, qui lui envoyaient parfois des documents classifiés ultra confidentiels. Il était également membre de l'Association canadienne des journalistes et du Comité canadien pour la défense des droits des journalistes. Il est l'auteur du livre Project Bluebeam, mettant en avant la théorie du nouvel ordre mondial, livre sur lequel j'ai basé mes recherches afin de réaliser cette vidéo. Un journaliste et poète québécois né en 1945 et disparu en 1996. Il était très impliqué dans la recherche et l'investigation et s'intéressait particulièrement au sujet du nouvel ordre mondial et ses sociétés secrètes. Mais voilà, son histoire se termine de façon tragique. Il est décédé de façon vraiment mystérieuse le 5 décembre 1996, officiellement d'un arrêt cardiaque. Et là, beaucoup de gens pensent qu'il a été éliminé pour avoir dévoilé des informations sensibles, mais bon, ça reste encore un mystère non résolu à ce jour. Maintenant, pour comprendre toute l'histoire, il faut aussi parler du lien entre Serge Monast et les programmes spatiaux de la NASA, ainsi que la technologie de projection holographique. Vous voyez, Monast croyait fermement que les gouvernements utilisaient des technologies de pointe, comme les hologrammes pour manipuler les perceptions et contrôler les masses. Il pensait que la NASA, avec ses avancées en matière de technologie spatiale, jouait un rôle clé dans ce scénario. Pour lui, il était tout à fait plausible que des images projetées dans le ciel puissent être utilisées pour simuler des événements célestes ou des apparitions divines, contribuant ainsi à la mise en place d'un nouvel ordre mondial. En fait, Monast était convaincu que les agences gouvernementales travaillaient en collaboration avec des groupes occultes pour mettre en œuvre ces stratégies de contrôle de l'information et de manipulation de la réalité. Pour lui, le projet Bluebeam était l'aboutissement de ces efforts
concertée pour instaurer un contrôle total sur la population mondiale. C'est donc dans ce contexte que Monast a construit ses théories et a mené ses enquêtes en explorant les liens entre les avancées technologiques, les programmes spatiaux et les ambitions secrètes des puissants de ce monde. Et même si certaines de ces idées peuvent sembler sorties tout droit d'un film de science-fiction, elles ont alimenté de nombreuses discussions et spéculations sur les véritables intentions des gouvernements et des élites dirigeantes. Selon Serge Monast, le plan serait décomposé en 4 étapes. La première étape du projet Bluebeam de la NASA nous plonge dans un scénario digne d'un film de Christopher Nolan. Imaginez des tremblements de terre artificiels secouant des endroits spécifiques de notre planète, révélant des découvertes archéologiques sensationnelles. Ces trouvailles sont présentées comme des preuves renversantes qui remettent en question les bases de toutes les croyances religieuses. Les tremblements de terre ciblent spécifiquement les régions où les données scientifiques et archéologiques indiquent la présence d'artefacts anciens. Ces catastrophes sont exploitées pour redécouvrir des soi-disant mystères, offrant ainsi une chance de discréditer les doctrines religieuses. L'objectif principal de cette première étape est de mener les croyances religieuses mondiales en présentant de faux indices d'un passé qui remettra en question les convictions profondes. C'est une stratégie sournoise pour semer le doute et la confusion, manipulant les croyants pour qu'ils abandonnent leurs convictions séculaires. Maintenant, passons à la deuxième étape du projet Bluebeam de la NASA. Imaginez un immense spectacle spatial orchestré à l'aide d'hologrammes en 3 dimensions, de projections laser et de multiples images holographiques diffusées dans différentes parties du monde. Le plus fou, c'est que chaque image ressemblerait à une figure religieuse vénérée dans la région où elle est projetée. Mais d'où viennent ces images dans le ciel ? Eh bien, elles seraient projetées à partir de satellites directement sur une couche de sodium située à environ 100 km au-dessus de la Terre. Vous savez, on a déjà pu observer ce genre de choses par le passé, mais on les a souvent considérées comme des observations d'OVNI. Le but de tout ce spectacle, c'est de présenter au monde entier un nouveau Christ, un nouveau Messie, dans le but de mettre en place immédiatement une nouvelle religion mondiale. Ces mises en scène parfaitement orchestrées seront si convaincantes qu'elles tromperont même les plus terre-à-terre d'entre nous. C'est un véritable tour de force pour embrigader l'humanité dans un mensonge d'une ampleur jamais vue auparavant. Le projet Bluebeam prétendrait alors être la réalisation des prophéties anciennes, un événement d'une ampleur équivalente à celui vécu il y a 2000 ans. En utilisant l'espace aérien comme un écran de cinéma, avec des générateurs laser satellites projetant les images holographiques simultanées dans toutes les langues et dialectes, il viserait à induire un endoctrinement à grande échelle. Pour réaliser ce prodige, il faut comprendre qu'il y a toute une technologie derrière. Les soviétiques, dans leurs recherches de l'époque, avaient déjà développé des ordinateurs ultra sophistiqués capables de parler toutes les langues et de comprendre toutes les cultures humaines. Les projections holographiques, combinées à des sons venant de l'espace et à des animations par ordinateur, donneraient l'illusion d'un retour divin avec des figures religieuses telles que Jésus, Mahomet, Bouddha et d'autres, fusionnant en un seul être. Cette supercherie parfaitement orchestrée serait destinée à convaincre les masses que les anciennes religions ont été mal comprises et interprétées, justifiant ainsi leur abolition au profit d'une nouvelle religion mondiale. Les résultats de cette manipulation pourraient être catastrophiques, provoquant des troubles sociaux et religieux à une échelle jamais vue auparavant, laissant des millions de personnes désorientées et vulnérables face à un pouvoir manipulateur d'une ampleur sans précédent. C'est un scénario vraiment effrayant, mais il semble que le projet Bluebeam soit prêt à franchir toutes les limites pour atteindre ses objectifs. Cet événement se produira à un moment de profonde anarchie politique dans le monde entier et de tumulte général créé par certaines catastrophes planétaires. Ça peut paraître un peu trop gros, et personne ne pourrait tomber dans le panneau d'hologramme, et pourtant la technologie a évolué si rapidement qu'on pourrait s'y méprendre à certains moments. En parlant de technologie, les soviétiques auraient également inventé des ordinateurs alimentés par des programmes d'ondes visant à contrôler les pensées des individus et même induire des idées suicidaires chez ceux qui refuseraient de se conformer au nouvel ordre mondial. Le journal Sydney Morning Herald a publié un article le 21 mars 1983 annonçant que les soviétiques avaient envahi l'esprit humain. L'article évoquait la création d'un supercalculateur. De tels ordinateurs peuvent être utilisés par des satellites depuis l'espace. Ils étaient alimentés de toutes les langues et dialectes du monde entier, bien que nous parlions plus des soviétiques à l'heure actuelle, mais du nouvel ordre mondial. Lorsque l'article a été publié, il a suscité des inquiétudes légitimes quant à la capacité des soviétiques à manipuler l'esprit humain à grande échelle. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est la possibilité que ces programmes de contrôle mental aient été vendus à des organisations sans conscience de la manière dont elles pourraient être utilisées.
Imaginez seulement à quel point ces technologies ont pu progresser depuis la publication de cet article. On sait que les progrès dans le domaine de la technologie vont bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, par exemple avec les prouesses de l'intelligence artificielle. Il est donc tout à fait possible que des programmes de contrôle mental sophistiqués aient été développés et mis en œuvre à une échelle mondiale depuis tout ce temps. Le fait que ces technologies puissent être utilisées pour servir les intérêts de l'humanité tout entière est une question cruciale. Malheureusement, il est également possible qu'elles soient utilisées de manière abusive pour manipuler les masses et exercer un contrôle total sur la société. Les progrès des techniques nous conduisent vers la troisième étape du projet Bluebeam. Dans cette phase, les ondes ELF et VLF atteindront chaque individu au plus profond de son esprit, le convainquant que son propre Dieu lui parle directement dans sa tête. Ces rayons émis par des satellites sont alimentés par des mémoires d'ordinateurs qui ont enregistré d'énormes quantités de data sur chaque être humain de la planète, y compris leur langage. Ces rayons sont ensuite entrelacés avec les pensées naturelles que chacun dispose pour former ce qu'on appelle la pensée diffuse artificielle. Dans son livre The Body Electric, le candidat au prix Nobel, le Dr Robert Baker, décrit les expériences menées en 1973 au Walter Reed Army Institute of Research par le Dr Joseph Sharp. Ce dernier a personnellement subi des tests et a prouvé qu'il pouvait entendre et comprendre les messages transmis dans une chambre d'isolement par un audiogramme à micro-ondes pulsées, qui est en fait un analogue de la vibration sonore du mot retransmis à son cerveau. Baker poursuit en déclarant « Un tel dispositif a une application évidente pour des opérations secrètes destinées à rendre une cible folle à cause de voix inconnues ou à donner des instructions indétectables à un assassin programmé. » Imaginez si nous entendions la voix du Messie du Nouveau Monde parler depuis l'espace à l'ensemble du peuple et donner des instructions aux croyants religieux, nous verrions en fait une hystérie et un chaos social à une échelle jamais connue auparavant sur cette planète. Aucune force de police dans le monde, même en faisant front commun, ne pourrait faire face au désordre qui suivrait. Un livre de 1978 par James Lynn explique comment des voix audibles peuvent être diffusées directement dans le cerveau. Cette technologie s'inscrit en fait dans la lignée des recherches menées dans les années 70, 80 et 90 où le cerveau humain a été comparé à un ordinateur. L'information est alimentée, transformée, intégrée et une réponse est formulée et appliquée de la même manière qu'un ordinateur manipule les données pour produire un résultat. Le but est que nous devrions être conditionnés dès la naissance à agir selon les désirs de la société plutôt que selon nos propres aspirations. Selon cette vision, personne ne devrait avoir le droit de posséder une personnalité individuelle et le nouvel ordre mondial sera établi sur la base du système actuel, ce qui implique que les anciens modes de pensée, de comportement et de pratiques religieuses seront considérés comme obsolètes et incorrects. Mais ça ne s'arrête pas là. En janvier 91, l'Université de l'Arizona a organisé une conférence. Un document présenté lors de cette conférence révèle que les États-Unis avaient déjà développé des équipements de communication capables de rendre la vue aux aveugles, de permettre aux sourds d'entendre et de faire marcher les personnes handicapées. Ces technologies peuvent même également soulager la douleur à des maladies en phase terminale sans nécessiter l'utilisation de médicaments ou de chirurgie. Cependant, ces avancées ne seront pas utilisées pour le bien-être de l'humanité, mais plutôt pour servir les intérêts politiques et la politique étrangère des États-Unis et de ses dirigeants du nouvel ordre mondial, qui contrôlent désormais certains services tels que la CIA et le FBI. Sur le plan intérieur, ces nouveaux matériels de communication sont utilisés pour torturer et assassiner des personnes qui pourraient gêner leurs plans. Les expérimentations de ces technologies se déroulent sur des otages détenus dans plusieurs pays tels que les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, l'Allemagne, la Finlande et enfin la France. Les opérations de contrôle de l'esprit et la technologie associée incluent un émetteur qui diffuse à la même fréquence que le système nerveux humain. Cet émetteur a été fabriqué par Loral, un important entrepreneur de la défense, qui a déjà mené des recherches sur les armes à énergie dirigée pour l'US Air Force, dans le but de créer une arme capable d'implanter des messages dans l'esprit de l'ennemi tout en encourageant ses troupes à accomplir des actes de bravoure surhumains. Ce dispositif utilise un rayonnement électromagnétique de fréquence en gigahertz pulsé à extrêmement basse fréquence. Il est utilisé pour torturer les gens à distance, à la fois physiquement et mentalement. Cette arme peut également être utilisée pour induire une privation sensorielle totale en diffusant des signaux radio dans le nerf auditif à une puissance telle qu'elle bloque la capacité de l'individu à générer ses propres pensées. Les procédés utilisés par cette technologie sont décrits dans diverses publications du département de la défense des États-Unis, dont une par le capitaine Paul Tyler, commandant médical de la marine des États-Unis.
Alan Frey a également signalé qu'il pouvait accélérer, ralentir ou arrêter le cœur d'un petit animal tel qu'une grenouille en synchronisant la vitesse pulsée d'un faisceau micro-ondes avec le cœur lui-même. Selon le docteur Robert Baker, ça montre que cela est techniquement faisable pour produire une crise cardiaque avec des rayons conçus pour pénétrer dans la poitrine de l'homme. Pour ce qui est des faisceaux d'énergie électromagnétique à ultra haute fréquence, ils peuvent induire une agitation considérable et une activité musculaire ou au contraire une faiblesse musculaire et la léthargie. Les micro-ondes peuvent également être utilisés pour brûler la peau humaine, amplifier les effets de médicaments, de bactéries et de poisons ou altérer les fonctions de l'ensemble du cerveau. Ces effets ont été tous révélés à terme par la CIA le 21 septembre 1977 lors d'un témoignage devant le sous-comité sur la santé et la recherche scientifique. Le docteur Sidney Gottlieb, qui dirigeait le programme MKUltra à l'époque, a été contraint de discuter de la portée des recherches de la CIA visant à trouver des techniques d'activation de l'organisme humain par des moyens électroniques à distance. De ce fait, c'est quelque chose qui existe à l'heure actuelle et qui a été poussé à son plus haut degré et qui peut être utilisé depuis l'espace pour atteindre toute personne n'importe où sur la surface du globe. Cette technologie a par exemple influencé les politiques d'une manière beaucoup plus directe. Michael Dukakis, le candidat démocrate concurrent de George Bush aux élections de 1988, a été pris pour cible à travers la technologie des micro-ondes afin d'empêcher ses apparitions en discours public une fois que les sondages d'opinion ont montré qu'il constituait une menace sérieuse pour les perspectives électorales de Bush. Il est également affirmé que le matériel a été utilisé contre sa femme Kitty Dukakis et l'a mené au bord du suicide. Dans l'édition de décembre 1980 de la revue de l'armée US, une colonne du lieutenant-colonel John Alexander permet de mieux cerner les capacités techniques à la disposition du contrôleur. Il est écrit: Plusieurs exemples montrent les domaines dans lesquels les progrès ont été faits. Le transfert d'énergie d'un organisme à un autre, la capacité de guérir ou de causer des maladies étant transmises à distance, induisant ainsi une maladie ou un décès en l'absence de cause apparente. La modification télépathique du comportement, qui comprend la capacité d'induire des états hypnotiques jusqu'à une distance de 1000 km, a été rapportée. L'utilisation de l'hypnose télépathique possède également un gros potentiel. Cette capacité pourrait permettre aux agents d'être profondément implantés sans connaissance consciente de leur programmation. D'autres techniques d'induction d'esprit à esprit sont à l'étude. Si elles étaient perfectionnées, cette capacité pourrait permettre le transfert direct de la pensée par télépathie d'un esprit ou d'un groupe d'esprits sur un public cible. Le facteur unique est que le récepteur ne sera pas conscient du fait que sa pensée a été implantée à partir d'une source externe. Il ou elle croira que ce sont des pensées d'origine. La quatrième étape du projet Bluebeam de la NASA concerne les manifestations surnaturelles universelles via l'électronique. Elle comporte donc 3 orientations distinctes. Selon lui, l'accent serait mis sur la nécessité de convaincre l'ensemble de la race humaine qu'une invasion extraterrestre est imminente dans toutes les grandes villes de la Terre. L'objectif de cette manœuvre, ça serait de pousser chaque grande nation à utiliser sa capacité nucléaire pour répondre à un tel événement de guerre. Ainsi, ça placerait chacune de ces nations dans un état de désarmement total devant les Nations Unies après la fausse attaque. Après ça, on ferait croire aux chrétiens qu'un enlèvement majeur est en train de se produire, avec une mise en scène simple et qui impliquerait une intervention divine devant une fausse force extraterrestre bienfaisante venant sauver les bonnes personnes d'une attaque brutale attribuée aux forces du mal. Le but d'un tel événement serait de débarrasser de toute opposition significative au nouvel ordre mondial. Finalement, un mélange de forces électroniques et surnaturelles se produirait. Les ondes utilisées à cette époque permettraient aux forces surnaturelles de voyager à travers les câbles à fibre optique, les câbles coaxiaux et les lignes téléphoniques pour pénétrer tous les équipements et appareils électroniques qui d'ici là auraient tous une micropuce spéciale installée. Le but de cette étape serait la matérialisation de fantômes et de poltergeists pour pousser l'ensemble de la population au bord du désespoir, ouvrant ainsi la voie à la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Et enfin, établir un gouverneur unique afin qu'il y ait un nouveau gouvernement complètement centralisé, comme le dit Serge Monas dans son livre. Et pour ceux qui ne tombent pas dans le panneau, eh bien, l'élimination progressive de la trésorerie et de l'indépendance est un élément clé du plan du nouvel ordre mondial, comme décrit dans les rapports sur le projet Bluebeam. Ces techniques rappellent celles utilisées par l'URSS pour imposer le communisme, mais elles sont aussi adaptées à la mise en place d'une nouvelle religion mondiale et d'un nouvel ordre mondial par les Nations Unies. Le processus pourrait commencer par un désastre économique mondial, suffisant pour introduire une nouvelle devise entre deux autres avant de présenter une monnaie électronique pour remplacer complètement l'argent liquide ou plastique. L'introduction de cette nouvelle devise inciterait les gens à dépenser leurs économies ou à les convertir en trésorerie
car ceux qui ont de l'argent sont moins dépendants du système établi et pourraient représenter une menace pour lui. La disparition progressive de l'argent liquide serait l'un des premiers signes de cette transition. Pour que le système de monnaie électronique fonctionne, tout le monde devrait avoir un moyen de transférer de l'argent électroniquement. Ainsi, il est prévu que tout le monde aura dépensé la totalité de ses liquidités, de ses économies et de ses actifs. Ça rendrait chaque individu à 100% dépendant du système électronique mis en place par le nouvel ordre mondial. De plus, des micropuces ont été déjà implantées chez les animaux sauvages pour permettre leur traçabilité via satellite. Cette même technologie pourrait être utilisée pour traquer et contrôler les personnes qui refusent d'adhérer au nouvel ordre mondial, les privant ainsi de la capacité de chasser, de pêcher ou de vivre en dehors du système établi. La question qu'on peut légitimement se poser face à une telle psychologie de la terreur est la suivante. Est-ce que n'importe quel gouvernement ou société pourrait provoquer de telles atrocités? D'après Monast, la réponse est malheureusement oui. Les organismes gouvernementaux et les sociétés qui travaillent avec eux, en vue d'établir un nouvel ordre mondial, sont prêts à promouvoir tout ce qui les aidera à atteindre leurs objectifs de contrôle social total. D'une part, pour effrayer le public et le pousser à craindre pour sa sécurité, permet de mettre en place des mesures de maintien de l'ordre draconiennes, de désarmer les citoyens et de tenir des registres détaillés sur eux, le tout sur couvert de protection. Et d'autre part, ça favorise la décomposition du système politique actuel sous forme de démocratie, poussant ainsi les sociétés à rechercher des alternatives politiques. Bien sûr, la solution est déjà planifiée, elle s'appelle le nouvel ordre mondial, et elle n'aura pas à cœur la sécurité ou les intérêts des individus. La peur a toujours été utilisée par l'élite des puissants pour contrôler les masses. L'ancien dicton « diviser pour mieux régner » est mis en œuvre à travers le globe pour semer la peur au sein de chaque individu, les incitant à craindre pour leur propre sécurité et à se méfier de ceux qui les entourent. C'est ça l'essence même du contrôle mental. Il est vrai que ces dernières années, il semble y avoir une diffusion accrue d'informations sur les ovnis dans les médias grand public, ainsi qu'une volonté croissante de la part du gouvernement de déclassifier des documents relatifs aux observations d'ovnis par des pilotes. Mais cette évolution contraste vachement avec le passé, où le gouvernement qualifiait souvent les personnes intéressées par les ovnis de fous et tentait d'occulter ces informations. Cette soudaine ouverture du gouvernement suscite des interrogations quant à ses motivations réelles. Pourquoi ce retournement de situation ? Concernant les hologrammes qui diffuseraient des images de Dieu dans le ciel, ça paraît un peu trop gros, mais Serge Monast parle du futur, et quand on voit déjà ce qu'on arrive à faire, finalement, ça paraît pas si impossible que ça. Enfin bref, je suis pas rentré dans les détails de cette théorie parce que ça part dans tous les sens, et plus tu creuses, plus tu trouves d'autres théories entremêlées. Personnellement, ce qui m'a le plus surpris, c'est que même si, imaginons, Serge Monast était complètement fou, on peut quand même considérer que le docteur Joseph Sharp et Dr Baker et tous les autres ont vraiment affirmé que ces inventions existaient. Donc soit Serge Monast a trouvé d'autres fous comme lui, soit... Pour conclure, que ce soit vrai ou non, j'apprécie les théories du complot comme un exercice pour l'esprit. Je dis pas forcément que tout est vrai, mais je trouve que l'essentiel est de plier son esprit de temps en temps pour s'assurer qu'on en a vraiment un, sinon on risque de le perdre. Trop de gens instruits accumulant diplômes et années à l'université ne voient pas l'évidence sous leurs yeux, prisonniers d'un enseignement et des médias qui les empêchent de penser de manière critique. Pour s'en prémunir, il faut oser penser différemment.